Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire autour de la technologie EnvisionTech, donc technologie de fabrication additive sur base résine. Donc pour introduire ce webinaire, je vais vous présenter rapidement quelques infos pratiques. Donc je suis Daphné Cucumel du service Matériotech et de la plateforme de fabrication additive d'Alizé Plasturgie. Le webinaire, il va durer environ 40 minutes et on va prendre le temps de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc pour ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au cours de la présentation via l'onglet de chat qui est dédié. Et on prendra 5 minutes ou 10 minutes pour répondre en fin de session. Le webinaire, il va être disponible en replay sur notre site internet, ainsi que la présentation donc en PDF. Et je vous invite également à nous faire part de vos avis. À l'issue du webinaire, vous aurez une petite enquête simplement pour nous faire vos retours et nous faire part éventuellement de problématiques ou de besoins en termes de compléments d'information. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser ce moyen pour nous faire des retours. Donc 3 personnes vont animer ce webinaire. Il s'agit de Stéphane Rodriguez, chargé de projet de fabrication additive chez Alizé Plasturgie, qui va être accompagné d'Alexandre Brosseau, qui est dirigeant de Créos, et d'Anton Lopez, qui s'est chargé du business development chez EnvisionTech. Pour vous rappeler un petit peu le programme donc, de ce webinaire, donc, je vais vous présenter rapidement la plateforme de fabrication additive avec Stéphane Rodriguez. Puis on laissera la main donc à Anton et Alexandre pour vous présenter le fonctionnement, les avantages et les matières qui sont disponibles sur la technologie EnvisionTech, ainsi que des cas d'application concrets, comme du prototypage, des empreintes, etc., pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités avec cette technologie pour la plasturgie. Pour vous rappeler rapidement qui est Alizé Plasturgie en quelques mots, donc c'est un syndicat professionnel des plasturgistes qui regroupe environ 900 adhérents et qui propose plusieurs services. Donc à la fois sur des thématiques juridiques, intelligence économique, HSE, matériotech. Et on a intégré depuis quelques années une plateforme de fabrication additive pour à la fois conseiller et accompagner les industriels. Donc l'idée, c'est de les sensibiliser, de les accompagner, par exemple, dans des choix matériaux, des choix de technologie, en leur donnant accès à une plateforme qui comporte plusieurs équipements des technologies filaments, poudre et résine qui sont le plus utilisés actuellement. Donc on va vraiment mettre à disposition notre expertise et notre réseau de partenaires pour pouvoir accompagner sur la conception de pièces, de prototypage, etc. On a développé également une veille stratégique sur la fabrication additive récemment. Donc par exemple, si vous avez un besoin d'informations vraiment spécifiques sur une thématique de fabrication additive, on peut réaliser une veille personnalisée. On organise aussi plusieurs journées techniques et des webinaires pour essayer de démocratiser au mieux la fabrication additive, pour aussi vraiment montrer tout l'éventail de possibilités en termes d'application, en termes de performance. Je vais laisser Stéphane vous présenter la partie formation qu'on propose aussi dans le cadre de la plateforme. Bonjour à tous. Donc au niveau des formations, on a, je dirais, deux niveaux. Un niveau 1 qui est plutôt une sensibilisation, une première approche de ce qu'on peut voir sur la fabrication additive, d'un point de vue conception et d'un point de vue plutôt sensibilisation aux technologies découvertes. Un niveau 2 plutôt orienté optimisation topologique, où on va rentrer également dans certains procédés comme le fil, la résine ou la poudre, vraiment spécifiquement avec des sujets spécifiques à l'entreprise évidemment, des projets, etc. Et on va aussi travailler sur le contrôle de pièces. Donc on essaie de couvrir toute la chaîne au niveau de la formation. Et récemment, on a mis en place des formations en ligne car les personnes étant en activité partielle peuvent financer à 100% les formations en ligne. Et donc, on a développé un éventail de formations qui se rapprochent un peu de ce qu'on faisait déjà avant, mais qui ont été adaptées pour qu'elles puissent être exercées à distance. Donc, ça touche les technologies dépôt de fil, fusion de poudre, notamment MJF. On travaille aussi sur comment intégrer la fabrication additive chez un plasturgiste, surtout au niveau de l'injection, thermoformage et l'usinage où il y a le plus, je dirais le plus à gagner. Et on a toujours l'aspect initiation aux technologies.
Donc, notre plateforme a été financée dans le cadre d'un PIA par la Banque des Territoires et la région Rhône-Alpes. On a aussi intégré tout récemment le projet Ambition du futur qui permet de financer jusqu'à 16 000 euros sur une prestation, 50% de la prestation sur notre plateforme, jusqu'à 32 000 euros sur un projet fabrication additive. Donc, n'hésitez pas à en profiter si vous avez des sujets en cours. Juste pour faire un tour sur notre machine avant de laisser la parole à Alexandre. On est équipé donc avec une EnvisionTech Vector 3SP. C'est une machine assez grand volume par rapport à ce qu'on trouve sur le marché, qui nous permet notamment de travailler sur des empreintes, mais aussi de faire de la pièce assez grosse ou des petites séries de pièces. Ces machines-là sont dotées d'une très bonne précision et sortent à des très bons aspects de surface. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va rechercher quand on va travailler avec ces technologies-là. Par contre, on sera un petit peu limité au niveau des matériaux, mais je vous donne pas trop de détails. Je pense qu'Alexandre vous en donnera par la suite. Et le post-traitement est assez lourd sur ces équipements-là, mais il faut savoir qu'il y a des solutions d'automatisation de post-traitement qui existent aujourd'hui pour simplifier ça lorsqu'on a pas mal de pièces à réaliser. Donc voilà, je vais laisser la main à Alexandre qui va vous parler un petit peu plus en détail du sujet d'Envision Tech. Merci Stéphane, merci Daphné pour l'invitation. Donc je suis Alexandre Brosseau, je suis le co-gérant de la société Créos. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter Créos et puis ensuite je passerai la main à Envision Tech à Antoine Lopez pour présenter Envision Tech. Créos, nous sommes distributeurs d'imprimantes 3D, de solutions de fabrication additive basées à Lyon. Je profite de cette slide, on a été labellisé Pearl et Pépite par la métropole lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous donnent un accompagnement privilégié de leur part. On est une société qui a été fondée en 2007 à Lyon, toujours. On est 16 personnes. On a un grand showroom de 530 mètres carrés où on expose la quasi-intégralité des machines que l'on propose. Et puis on est centre technique sur les équipements que l'on vend. Et on a une approche globale sur la fabrication additive, mais aussi sur les équipements 3D avec des scanners 3D, des fraiseuses et des équipements de post-traitement. Donc l'idée est de proposer des solutions et pas uniquement juste des machines. On ne vend pas des yaourts, on vend des équipements industriels. Et donc ces machines-là ont besoin de préparation, de logiciels pour préparer des projets et des équipements de post-process, comme le mentionnait Sébastien juste avant. Stéphane, pardon. Là, c'est un petit schéma qui reprend rapidement les différentes technologies de fabrication additive que nous pouvons proposer chez Créos. Donc avec une partie sur le métal, avec un système, c'est en production en indirect de desktop métal, avec les technologies BMD et MBJ, pardon. Donc c'est soit une extrusion de matière, déliantage fritage, ou alors de la projection de liant sur un lit de poudre de métal et une sintérisation. Pour la partie plastique, la grande famille plastique, nous avons une partie en extrusion de filaments chargés, donc des filaments très techniques en PIC ou en PEC, chargés carbone, avec renfort en bande de carbone. Donc ça, c'est desktop metal, fiber. Nous avons une technologie poudre, nous sommes distributeurs des imprimantes 3D HP, donc avec la production de pièces en couleur ou sur les machines de production en grand volume. Donc là, on est sur du poudre thermoplastique. Et puis, on a une partie résine avec 3 technologies, DLP. Donc, c'est des résines photopolymères. Et là, c'est différents moyens de les photopolymériser, soit avec un DLP, soit en impression continue avec Envision Tech ou la technologie 3SP. Donc là, Envision Tech rentre dans les trois catégories. Puis, on a une autre marque que l'on propose plus pour des applications médicales. Mais ça fonctionne également dans l'industrie avec Asiga. Donc voici rapidement l'ensemble des marques que nous distribuons. Donc 3Shape, c'est uniquement des scanners 3D pour des métiers du médical, pour la prothèse auditive ou la prothèse dentaire,
Artex sont des scanners 3D pour l'industrie. Dans les imprimantes 3D, j'ai cité les marques Asigan, VisionTech, Desktop Metal et HP. Et puis on a également une gamme de fraiseuses. C'est de la fraiseuse de prototypage, on n'est pas sur du centre d'usinage industriel, hein, mais avec des G-Shape. Voilà, un rapide point de vue sur notre showroom qui est divisé en deux parties un peu distinctes, une partie un peu plus laboratoire avec des imprimantes notamment résine et photopolymères, et puis un environnement un peu plus industriel avec deux imprimantes 3D HP, une solution desktop métal, des fraiseuses, et puis dans un local séparé, une Vector 3SP identique à celle qui est présente à la matériothèque. Donc ça, c'était pour la partie présentation. Je vais passer la main à Antoine Lopez, qui est avec nous aujourd'hui, qui gère le réseau de distribution sur la France notamment, et qui va présenter son entreprise EnvisionTech. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là déjà le lendemain du premier jour du déconfinement. Je suis très content d'être là et de reprendre avec vous. Donc on va effectivement balayer un petit peu en VisionTech sans rentrer dans le détail techno, mais surtout au niveau applicatif. Là où nous en sommes au niveau des recherches et des résultats avec Alizé et avec Kreos, c'est voir un petit peu quelles sont nos projections cette année. C'est moi qui pose les slides. Alors, pour vous présenter EnvisionTech, c'est une société qui a son siège basé en Allemagne. Toute la production européenne, c'est une société fondée en 1999 qui appartient toujours à ses fondateurs. C'est important d'avoir dans le bord toujours des fondateurs à la manœuvre. Je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes à souligner. Par exemple, c'est une production aussi qui est européenne. Je pense que là aussi, il est important de le souligner. Plus de 99% des composants des machines sont européens, franco-allemands ou certains composants américains. Je crois que c'est moins d'1% de nos composants viennent d'Asie. Donc c'est une production qui est bien maîtrisée. Initialement, EnvisionTech, c'est une société donc en 99 qui a développé la technologie DLP, donc de photopolymérisation sur les résines liquides. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure, qui est tombé dans le domaine public et qui est maintenant à disposition de l'ensemble des fabricants à travers le monde. Donc pour faire un petit historique rapide, l'ADN, si je puis dire, dans EnvisionTech, c'est la biofabrication, donc l'impression biomédicale. On a développé ensuite la technologie du DLP, celle de la technologie 3SP, qu'on peut différencier sur les tailles d'impression. On va plutôt utiliser le DLP pour des pièces un petit peu plus petites et la partie 3SP, donc la partie laser, pour là imprimer des pièces un petit peu plus grandes. Sur la partie post-traitement, finalement, c'est assez simple, hein, ça reste la gestion des supports, le four UV et le nettoyage des pièces. Effectivement, même si les choses sont automatisées, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez simplifiées. Donc le lancement de toute la gamme 3SP sur les années 2013. En 2016, l'acquisition de deux nouvelles technologies d'impression pour des moules de fonderie, moules sable, et l'impression carbone qui est toujours là aujourd'hui en développement. Et le gros lancement en 2016-2017 était le lancement de notre nouvelle technologie d'impression rapide, CDLM, dont on pourra parler un petit peu plus tard. Donc, les applications que nous, on couvre chez EnvisionTech, que l'on maîtrise parfaitement bien depuis maintenant presque une vingtaine d'années, c'est effectivement la joaillerie, c'est la partie médicale, la partie industrielle. Dans chacune de ces métiers-là, les applications sont bien spécifiques et systématiquement, en permanence, on essaie d'améliorer nos performances, alors que ce soit nos performances d'impression, nos performances en termes de résultats d'impression sur la partie état de surface, hein, sur la partie dentaire par exemple, on passe énormément de temps à développer et à improver, comment dit-on, à améliorer nos résultats. C'est ce qu'on fait avec Alizé, c'est ce qu'on fait avec Kreos, c'est ce qu'on fait avec vous, avec les adhérents. C'est de pouvoir trouver ensemble des cas d'application où on peut performer, où on peut s'améliorer. On a un certain nombre de résultats qu'on a réussi à atteindre avec Alizé. On a d'autres résultats qu'on a réussi à atteindre avec d'autres partenaires en Allemagne, et on va en parler avec Alexandre sur la partie SKZ. Donc voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, la technologie existe, la technologie est largement aboutie. En termes de résine, beaucoup de développements sont en cours, beaucoup d'améliorations aussi sont en cours, même si les résultats sont assez stupéfiants aujourd'hui.
On l'a vu avec la 3D sur la partie du Covid, ce qu'on était capable de faire, et on le fait aujourd'hui encore aux États-Unis. Donc voilà, tout ça pour vous donner un petit peu l'ADN d'Envisiontech et vous dire que on a aujourd'hui le souci de nous améliorer et justement de prendre vos cas d'application, vos problématiques pour pouvoir en développer. Je demande à Alex de reprendre la main, je crois, sur la partie des cas imprimés en 3D. Oui, merci, merci Anton pour cette introduction d'Envisiontech. Là, donc on va vraiment se concentrer sur la partie photopolymère et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi imprimer en 3D ou dans quel cas l'impression 3D peut avoir de l'intérêt. Alors, je fais une parenthèse que tu as déjà ouverte sur la partie de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, où on a vu, et vous l'aurez probablement vu au travers des réseaux sociaux, même des médias d'ailleurs de très grande audience, que l'impression 3D a montré toute sa réactivité et ses qualités de mise en place et d'itération dans la production notamment de protection et pour les soignants, que ce soit des supports de visière. Là, les machines Envisiontech sont largement utilisées, notamment outre-Atlantique, pour la production des couvillons, pour faire les tests en laboratoire. Et même si aujourd'hui l'injection plastique a pris le relais sur la production de supports de visière parce que les cadences ne sont pas du tout les mêmes, pendant un peu plus d'un mois et demi, c'est l'impression 3D qui a permis de protéger un maximum de soignants et potentiellement de leur épargner d'être contaminés par la Covid-19 et de développer des conséquences qui pourraient être graves. Et du coup, voilà, le lien, c'est dans quel cas on imprime en 3D, ça permet de faire beaucoup d'itérations en très peu de temps, puisque finalement, entre deux impressions, c'est jamais que quelques heures. Et ça permet d'accélérer les phases de développement, les phases de design, de limiter les coûts R&D. On n'a pas d'externalisation à faire. On va pouvoir produire également des petites séries, des éditions limitées, des éditions spéciales. Je fais toujours le lien avec l'actualité. Il y a tout un tas de groupes, il y a eu plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de supports de protection, des visières qui ont été imprimés en 3D au cours du dernier mois et demi. Sur le groupe dans lequel on était assez actif, parce que Créos, on a produit nous-mêmes avec les machines HP que nous proposons. Il y a eu près de 15 000 visières qui ont été imprimées sur des machines, notamment des imprimantes HP. Il y avait beaucoup d'utilisateurs, de nos clients utilisateurs HP. Et donc voilà, on reste sur des petites séries, mais on a pu les faire très vite et à moindre coût. Et puis également, on va pouvoir faire des pièces pilotes sur le matériau final, dans le cas où on va imprimer un insert de moule. Après, on va pouvoir injecter différents matériaux et être le plus proche possible, ou en tout cas utiliser le matériau demandé par votre client. Si je peux me permettre d'ajouter simplement un élément, Alex, j'ai vu il n'y a pas longtemps tourner justement la fabrication de moules qui ont été imprimés également avec des polymères. Comme l'a dit Alex, le premier relais qu'a pris la 3D, c'est l'impression rapide, ultra rapide, de pouvoir être réactif et de pouvoir imprimer à la demande des pièces. Mais très rapidement, finalement, on a imprimé des moules qui ont permis de faire des micro-séries, des petites séries. J'ai vu des choses assez intéressantes passer et des initiatives locales qui ont été prises justement d'imprimer un moule. Et c'est tout l'objet aujourd'hui, je crois, de la conférence aujourd'hui, qui a permis très rapidement ensuite d'être passé sur des séries un peu plus importantes. Pardon. Au niveau des applications, donc les choses se croisent un peu au niveau de la présentation, mais la fabrication additive permet de fabriquer et de produire directement la pièce finale, que ce soit une pièce industrielle, quel que soit le matériau. On l'a vu notamment par exemple pour les visières ou les écouvillons qui sont imprimés en photopolymère. Je fais une aparté, mais on a la possibilité également d'imprimer en métal, et aujourd'hui il y a beaucoup d'inserts qui sont produits en métal, et la fabrication additive permet notamment de faire du conformal cooling qui peuvent vraiment améliorer les performances d'injection. Et puis on a la partie des empreintes en fabrication additive polymère. L'objet, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et pourquoi passer par l'impression 3D pour faire ces empreintes-là, puisque vous avez déjà d'autres moyens de les produire. Ça peut être pour réduire les délais.
C'est-à-dire que là où on peut avoir des jours et des jours ou des semaines de délai pour avoir une empreinte moulante, un insert, bien là, en 24-48 heures, la pièce peut être prête à utiliser, voire moins, hein, en fonction de son volume. Les coûts vont être limités puisqu'on va avoir uniquement le coût matière et on utilise uniquement la matière dont on a besoin. Et donc, tout s'accélère ensuite, les délais de production. Et puis, en parallèle, l'amortissement d'un moule imprimé, enfin, fait de manière traditionnelle, par exemple, peut se justifier quand on a vraiment des très très grands volumes. Et quand on est en entre-deux, eh bien, c'est parfois pas évident de trouver la bonne solution technique et économique. Et puis, l'intérêt de la 3D, c'est les itérations multiples. Et 1 € de modification sur le plan, c'est 1 000 € sur l'outillage. Donc finalement, ça nous permet de valider l'empreinte complexe ou pas, mais de la valider, d'être certain qu'elle est conforme exactement à ce que l'on souhaite pour ensuite, si on a des volumes importants, la passer en méthode traditionnelle, en métal, mais on aura limité des reprises sur un outillage qui peuvent être très coûteuses et très longues. Et donc, quand on compare ces trois méthodes, eh bien, voilà, chacune a ses avantages et ses limites. Et donc, alors, je ne vais pas tout prendre en détail, la présentation sera disponible à l'issue du webinaire, mais quand on est en fabrication additive directe, le coût pour une pièce, il est vraiment très très bon. Et puis si on fait une empreinte en métal, forcément pour une pièce, ça devient très très fort. A contrario, quand on est sur des grands volumes, c'est l'inverse. Le délai en fabrication additive directe, il est très rapide. Les cadences sur l'outillage traditionnel, vous pouvez aller extrêmement vite, ce qui n'est pas le cas sur des polymères ou même en fabrication additive directe. Donc après, c'est toujours un compromis. L'impression 3D est un outil, un moyen de production qui a beaucoup d'avantages, qui a certaines limites et qui nécessite des compromis, mais dans certains cas, eh bien, forcément, on va trouver beaucoup d'avantages à pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de limite à la complexité en fabrication additive directe. Et puis ensuite, sur le choix des matériaux, évidemment, dès qu'on injecte, on va être bien meilleur. Et puis quand on est sur les empreintes en polymère, eh bien, on est souvent dans un entre-deux puisque il faut faire on est en direct, donc forcément, il faut faire l'empreinte et injecter dedans. Donc pour une pièce, eh bien, ça coûte plus cher que si on la fait directement. Mais quand il y en a beaucoup, il va peut-être falloir plusieurs empreintes parce que sa durée de vie est limitée. Et donc, on est toujours dans un entre-deux, mais on a l'avantage du choix des matériaux avec des coûts limités et des délais beaucoup plus raisonnables que quand on est sur un outillage traditionnel. Donc, en fonction de ce que l'on souhaite avoir, on va pouvoir s'orienter sur l'une ou l'autre des solutions. Donc là, les avantages de tout ça, donc c'est un exemple qu'on avait fait avec IPC. On va accélérer la phase de conception, de fabrication. L'outillage, encore une fois, il va être très rapide à mettre en œuvre comparativement, hein. On va pouvoir facilement faire des itérations, modifier, adapter l'outillage pour le produit fini ou pour la machine, ou en tout cas pour le produit final. Et du coup, on va réduire tous ces coûts, puisque dès qu'on économise en délai, on réduit les coûts. Et puis, on va pouvoir faire des petites séries, des pièces pilotes, avec le bon matériau facilement et rapidement. Et donc, c'est des choses qui ont pu être également testées, notamment chez SKZ. SKZ est une société qui fait de l'injection plastique en Allemagne, qui travaille de longue date avec des équipements EnvisionTech et qui a pu tester différents matériaux d'impression et puis différents matériaux d'injection pour vérifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les avantages et les limites de tout ça. Et donc là, ils nous montrent différents jetons où ils ont pu facilement intégrer tout un tas de structures sur une empreinte très facilement. C'est en quelques clics sur un logiciel 3D pour définir, une fois qu'on a injecté, quel est le modèle qui convient le mieux, tester les matériaux. Et puis ils ont fait d'autres pièces. Donc à partir d'un fichier 3D, ils ont pu créer les inserts, le master, et puis ensuite surtout la pièce. L'idée de cette pièce, c'était
valider différents éléments, à la fois des petites languettes qui ont différentes épaisseurs, du lettrage, des choses qui doivent s'emboîter, des dômes, des creux pour vérifier la qualité à l'injection. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que ça casse? Et donc ça, c'est une vraie pièce test. Et ils ont fait différentes injections, pardon, sur des matériaux différents, en ABS, en PP. Enfin, vous avez les différents matériaux qui sont indiqués avec leur fabricant et on voit les résultats à l'écran. Donc le but, si vous avez à un moment donné besoin de beaucoup plus d'informations là-dessus, on a des études détaillées qu'on peut transmettre a posteriori. L'idée, c'était pas de rentrer sur une thèse complète sur les tests qui ont été faits par SKZ, mais c'est de montrer que ça fonctionne et que l'on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses en injection dans des empreintes moulantes. Encore une fois, il faut que le projet s'y prête et dans certains cas, plutôt que de soit refuser le projet ou de pas trop savoir comment faire pour y répondre, eh bien, on va pouvoir utiliser des empreintes polymères en complément des empreintes traditionnelles en métal. Et dans le cas du partenariat justement avec Alizé et Créos, ce que nous on peut et ce qu'on se propose de faire, c'est de vous accompagner justement dans ce projet, dans vos projets, en termes justement plus de développement matière et de réalisation de l'élément moule, d'optimiser le moule ensemble, de trouver comment optimiser peut-être nos matériaux, nos technologies, qu'on puisse y arriver. On est capable, nous, de bencher vos fichiers 3D, de les améliorer et de vous apporter tout le support dont vous avez besoin pour justement faire le bon choix entre la technologie et les bons matériaux. Cette dernière diapo présente un petit peu les caractéristiques et les limites, c'est-à-dire que sur les empreintes polymères, voilà, on a différentes caractéristiques avec les dilatations thermiques limitées, les résistances à la température qui sont là aussi qui ont certaines limites sur les empreintes polymères, l'état de surface qui est à la fois très joli, mais on n'est absolument pas sur un polyglace, c'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait en métal, ces technologies de photopolymère, c'est ce qu'il y a de mieux en état de surface, mais on n'est pas au niveau de ce qui est fait, je veux dire, on n'est pas sur le polyglace. On a de la déformation, on peut avoir des précisions dimensionnelles qui ne sont pas celles de l'usinage, qui sont moins bonnes que l'usinage, qui sont déjà excellentes, mais encore une fois, c'est toute une histoire de compromis et l'idée, c'est de bien comprendre les tenants et les aboutissants pour choisir l'application, en tout cas mettre en œuvre ceci avec les bonnes applications. L'idée, c'est de pas de vous dire, enfin, je ne suis pas là pour vous dire que tout est magnifique, mais c'est vraiment, pour bon nombre d'applications, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, les limites, c'est qu'en fonction des matériaux que l'on va injecter, on va avoir une durée de vie limitée sur les empreintes. Il y a des matériaux qui sont plus complexes à injecter, qui vont dégrader plus vite les empreintes, et d'autres moins. Donc on va pouvoir aller jusqu'à de quelques dizaines de cycles jusqu'à quelques centaines. On va être limité en pression. On va être limité sur la complexité des moules. L'état de surface, j'en ai parlé avant, et puis Antoine l'a précisé également, on a un procédé qui est en phase de maturité, c'est-à-dire que ça existe, ça fonctionne, nous avons déjà des industriels qui l'utilisent, mais la fabrication additive, même si elle existe depuis plus de 35 ans, sur les 10 dernières années, il y a eu un essor très important, et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, mais le gros des efforts aujourd'hui vient des chimistes, et il y a de plus en plus de chimistes, il y a des très très gros chimistes aujourd'hui qui se mettent sur ce marché-là, de fabriquer des résines ou des poudres pour la fabrication additive, et donc ça nous ouvre énormément de possibilités. Envision Tech aujourd'hui a noué un partenariat notamment avec Lockheed pour avoir des nouveaux matériaux encore plus performants pour certaines applications. Et il y en a plein d'autres, hein. BASF fait des photopolymères et bientôt tous les grands chimistes le feront également. Donc la partie matériaux va vraiment évoluer et nous permettre de faire ce qui n'est pas possible aujourd'hui sera possible à être fait demain sur les mêmes machines. Et juste avant de passer la main, une dernière chose, c'est que on a axé cette présentation vraiment sur la partie empreinte
et Insert, puisque c'était en lien avec Alizé Plasturgie, et pour bon nombre d'entre vous qui êtes là, ça doit répondre à votre métier. Mais ce qui est intéressant avec ces machines, c'est qu'une fois qu'on a ces machines de fabrication additive en interne, eh bien, on va pouvoir les utiliser pour plein d'autres choses. Donc évidemment de la pièce finale, mais aussi de l'outillage, du gabarit, tous les équipements d'industrialisation. Et puis en fonction également des machines, on va pouvoir très facilement changer de matériaux. La gamme 3SP, comme celle qui est présente chez Matériotech, a un très grand plateau qui implique des changements de matériaux un petit peu plus complexes et un peu plus longs. Donc il y a moins de flexibilité, mais on peut faire des grandes pièces. Mais on a des machines avec la E1, avec les Perfactory, qui sont des machines à DLP. On va pouvoir changer très très facilement de matériaux et donc faire du transparent, faire de l'empreinte, faire des pièces avec des caractéristiques techniques très précises, notamment avec les matériaux de Loctite ou BASF ou d'autres, pour répondre à des choses vraiment particulières. Et on va être juste en temps, je pense, pour aller faire un tour sur le site d'Envisiontech, mais si vous allez sur envisiontech.com, vous allez pouvoir découvrir toute la gamme d'imprimantes proposées qu'on a présentées en début, mais également toute la gamme de matériaux disponibles aujourd'hui chez Envisiontech. Elle est très très vaste et elle s'agrandit régulièrement. Tous les mois, il y a des nouvelles choses voilà, pour répondre à des applications très très précises. Donc, je vous invite à visiter également le site Envisiontech pour en savoir plus. Sur ce, je vais passer la main à Stéphane qui va lui nous faire un retour d'expérience sur l'utilisation et les applications réalisées par la Matériotech avec la machine Envisiontech 3SP, la Vector 3SP, qui est sur site depuis déjà quelques années. Stéphane. Merci Ouais. Alexandre. Excusez-moi. Oui. Oui, de notre côté, on a pas mal travaillé sur le sujet, étant donné que nos adhérents sont à 80% transformateurs de plastique. On a étudié différentes technologies, différentes possibilités. Aujourd'hui, ce qui sort du lot, c'est évidemment les technologies résine, donc DLP, SLA, qu'on retrouve notamment chez Envisiontech. Ces technologies, pourquoi est-ce qu'elles ont un petit peu plus pourquoi est-ce qu'elles sont préférables aux autres aujourd'hui? Tout simplement puisque déjà à l'aspect de surface, on retrouve un peu ce qu'on va avoir en injection. Donc c'est vrai que c'est un gros plus de pouvoir sortir des pièces qui sont similaires à ce qu'on a aujourd'hui quand on fait du prototype ou de la pré-série de pièces. On peut évidemment travailler sur des plages de température qui sont assez larges, c'est-à-dire que là, vous aviez vu précédemment quand on sort du PBT, du polypro jusqu'à des matières vraiment de température. Donc aujourd'hui, il y a un choix de résine qui évolue encore, comme l'a dit Alexandre, mais qui permet déjà de travailler sur un bon nombre de grades de plastique. On peut également travailler avec du chargé, donc que ce soit du chargé verre, chargé carbone ou du chargé bois. Donc voilà, c'est vrai que la technologie SLA DLP aujourd'hui, c'est ce qui sort un petit peu du lot à ce niveau-là. Faut savoir que sur les technologies FDM, on va trouver plus de matériaux, mais on va être énormément limité sur l'aspect de surface et sur la tenue dans le temps de l'empreinte. Donc, chez Alizé, on a travaillé pas mal sur notre machine pour tester déjà sur du polypro, évaluer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ce qui était mis en place actuellement sur des moules métal. Donc, on a imprimé en fait des empreintes qu'on avait en format métal. On a sorti quelques pièces dessus et on s'est bien rendu compte, comme on s'y attendait, que les séries de pièces réalisées ne dépassaient pas les 100-200 pièces. Donc, nos premiers tests, dans un cadre, je dirais, production actuelle, nous ont montré que les empreintes étaient assez limitées à ce niveau-là. Mais c'est vrai que sur du prototypage, on arrive à monter jusqu'à 2-3 000 pièces en polypro assez facilement sur des empreintes avec des résines qui permettent de faire du haute température. Et je vous invite à aller faire un tour sur le site d'Envisiontech. D'ailleurs, vous allez retrouver un petit peu le détail. On retrouve les résines e-tool, par exemple, et e-rigid form, qui permettent de tenir des températures assez élevées et des bonnes cadences de fabrication sur des matières assez simples comme le polypro ou l'ABS.
Aujourd'hui, on a testé un éventail de matières assez large, donc du polypro comme vous le voyez, en passant par du polystyrène, l'ABS, polycarbonate, jusqu'à des matières chargées, polyamide 6, chargées même à 50% de verre, bien sûr pour voir comment allait tenir l'empreinte. Les problématiques actuelles sont bien évidemment la tenue thermique. On injecte du plastique dans du plastique, donc évidemment la dilatation thermique n'est pas la même, le refroidissement n'est pas le même. Donc il y a plein de contraintes à prendre en compte et il faut donc adapter les paramètres de la presse à ces systèmes-là. Donc ajuster les pressions de verrouillage, ajuster les temps de cycle, les températures d'injection. Et grâce à ça, on arrive à obtenir des pièces qui donc sortent correctement sur sur une série de plusieurs milliers de pièces. Et on arrive aussi à obtenir je dirais des empreintes qui durent un petit peu plus longtemps dans le temps. Donc c'est comme ça qu'on va travailler sur la longévité des empreintes. Au-delà de la thermique, il y a donc l'aspect mécanique, hein, évidemment, ajuster les pressions, c'est important. Et les matières chargées, de ce côté-là, avec des chargés bois, on n'a pas eu trop eu de problème de notre côté. Des PLA chargés bois, des polypropylènes chargés bois, on a réussi à obtenir des résultats qui étaient assez similaires à des polypro standards. Par contre, sur du fibre de verre, bien évidemment, on est plus abrasif. Donc là, les durées de vie des moules seront bien plus réduites et on atteindra un maximum de 50-100 pièces sur ce type de matière-là. Pareil pour le polycarbonate qui s'injecte à une température bien plus haute que du polypro ou de l'ABS. On va être assez limité à 30, 50, une cinquantaine de pièces sur des moules de ce type-là. Donc on est vraiment sur la phase prototypage petite série où là on va obtenir très rapidement avec une empreinte qui coûte facilement 2 fois moins cher qu'une empreinte métal, voire même sur des formes complexes 70 à 80% moins cher. Des pièces assez rapidement, présentables au client du coup, et avec un dimensionnel qui est assez bon, même dans la répétabilité sur les différents cycles. Donc tout ce qui est matière haute température, de notre côté, on n'a pas trop poussé encore à ce niveau-là. On fait un focus plutôt sur les matières les plus utilisées aujourd'hui. De ce qu'on a vu, la mise en œuvre paraît encore très compliquée à l'heure actuelle. C'est des développements qui sont en cours, mais les résultats sont pas de notre côté en tout cas, sont pas très bons. Donc on attend de voir voilà les nouvelles résines arriver avec des charges qui permettent d'évacuer un petit peu mieux la thermique, de tenir un petit peu mieux dans le temps, que ce soit mécaniquement ou thermiquement. Mais voilà, de ce côté-là, pour l'instant, on est assez limité. Mais ça reste une très belle solution hein, pour tout ce qui est matière standard, je dirais. Si je peux juste ajouter un point, c'est Antoine en disant ça. Vous Oui. allez recevoir, je vous dépose la semaine prochaine justement la dernière version du moule avec les derniers essais qui ont été faits sur la dernière version des résines. Ce sera l'occasion justement ensuite de pouvoir communiquer les nouveaux résultats. Je suis assez content visiblement du pas qu'on vient de franchir et de la qualité des résines. Donc ce sera justement l'occasion de pouvoir voir le nouveau step qu'on va franchir. Ensuite, un dernier point sur la partie capacité d'impression, capacité d'injection, on va dire. Les résultats sont finalement assez satisfaisants. L'intérêt et l'objectif de la 3D, c'est pas de remplacer l'injection plastique, évidemment, c'est de faire de la micro-série, des petites séries, et c'est surtout de pouvoir réduire le temps du process, et c'est là où on réussit. Les chiffres qu'on a ensemble avec Alizé datent un petit peu, les résultats qu'on a réussi à obtenir il y a quelques mois avec SKZ nous donnent vraiment confiance aux résultats. On arrive maintenant à avoir des injections sur 500, 600 pièces avec un état de surface qui est parfait. Donc c'est vrai qu'on s'améliore continuellement. C'est ce que je voulais ajouter. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe, hein, c'est que là aujourd'hui, on sort des séries de pièces sur des matières standards qui sont vraiment, on a une très bonne répétabilité de l'ordre de ce qu'on sort en injection sans problème, même au niveau dimensionnel, ce qui peut être assez surprenant avec la dilatation thermique. On arrive à quand même à tenir un certain nombre de pièces avant qu'on ait une perte de dimension, en tout cas des tolérances sur nos pièces. Donc c'est vrai que c'est un point positif et du coup, on est encore en train d'avancer, découvrir des nouvelles choses. Donc, je suis content que les derniers résultats soient bons. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais ce sera l'occasion d'un prochain webinaire peut-être. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Je vais laisser la main à Daphné qui va conclure et on va peut-être répondre à 2-3 questions. Oui,
Alors, merci donc à tous les trois du coup pour votre présentation. Donc, comme on l'a précisé au tout début du webinaire, donc la rediffusion, elle sera bien sûr disponible sur notre site. Donc là, je vous propose de profiter juste des dernières minutes pour nous poser des questions si vous avez besoin, donc via l'onglet qui est dédié, donc l'onglet de chat. On va pouvoir répondre. Donc, je vous invite également, donc comme je vous en ai parlé, à répondre également aux quelques questions que vous allez voir juste après. Et puis, on vous donnera rendez-vous aussi pour notre prochain webinaire, donc celui du 2 juin, autour de la technologie, cette fois donc qui sera la technologie poudre d'HP. Donc, je vais juste commencer avec une question. Donc, alors, plutôt pour Alexandre ou Anton, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des performances des matériaux en VisionTech en termes de performance au feu, par exemple, pour l'aérospatial, pour l'aéronautique, etc. Ce type de Antoine? résine, ouais, sur ce type de résine, c'est extrêmement compliqué. Avec de la résine liquide, des feuilles retardantes, c'est très très compliqué. C'est pas sur la partie aérospatiale, on n'est pas forcément positionné. On peut en parler, on va pouvoir atteindre certaines températures, mais aujourd'hui, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Ok, Sur les photopolymères, c'est vraiment complexe. Encore une fois, les matériaux sont en grande évolution. Sur tout ce qui est résistance à la flamme, en impression 3D, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est PIC et ULTEM, mais on est plus sur des technologies d'extrusion de matière que sur des photopolymères où l'approche chimique est forcément différente. Mais comme je le disais encore une fois, voilà, BASF travaille dessus, Loctite a des produits, et il y en a plein d'autres chimistes. Et donc ces matériaux-là, s'ils n'existent pas encore, en tout cas, ils arriveront dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est évident. ok. Donc plusieurs matériaux donc en perspective. Ouais. J'ai une autre question à propos des principaux couples de matières possibles entre les empreintes donc, qui sont réalisées en fabrication additive et la pièce à produire. Quelles sont les combinaisons idéales, on va dire? Stéphane est peut-être le plus à même d'en parler, puisqu'il a déjà répondu un peu à cette question tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, on travaille avec des résines qui sont en base acrylique, souvent. Donc, après, les formulations varient d'un fabricant à un autre, bien évidemment, hein, tout le monde ne fait pas la même chose. Mais on part souvent d'une base acrylique ou acrylique époxy. Donc, à partir de là, en injectant les thermoplastiques, aujourd'hui, on a eu quelques problèmes d'accroche notamment sur des matières un peu plus haute température, mais plus dues à la thermique, on va dire, qu'à à la compatibilité entre les matières, d'une matière qui fond sur l'autre matière. Euh, Disons qu'aujourd'hui, vaut mieux privilégier de travailler avec des résines, il y a pas vraiment de limite. J'ai pas vu vraiment de limite, hein, je suis désolé, je réfléchis en même temps, mais on a injecté pas mal de matière sur des bases acryliques, acrylique époxy. On n'a jamais eu trop de soucis. Je dirais peut-être que les polycarbonates accrochent un peu plus, mais sinon, j'ai pas fait d'autres observations pour le moment que ça. Si Je je peux, peux éventuellement revenir vers vous. Parce que Oui. si je peux compléter, après, comme dit Stéphane, c'est pas tant la compatibilité, ça va surtout être sur la durée de vie de l'empreinte. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans la démonstration tout à l'heure, certains matériaux vont être peu ou pas agressifs, et on va pouvoir avoir des séries beaucoup plus longues, en tout cas de quelques centaines de pièces. Et si on tombe sur des matériaux qui nécessitent des hautes températures, qui ont de l'abrasion ou qui ont des compositions bien spécifiques qui peuvent endommager l'empreinte prématurément, ben, on va vraiment dégrader la durée de vie de l'empreinte. Et donc, voilà, on pourra le faire, mais de manière beaucoup plus limitée. Et oui, par rapport aux produits abrasifs, c'est vrai qu'il y a un point de vigilance, hein, c'est qu'on va venir abraser en fait le moule beaucoup plus vite que sur du métal. On va venir peut-être créer des points d'accroche en venant enlever des tout petits bouts de résine. Et là-dessus, il faut aussi faire attention, être vigilant sur les charges assez élevées, hein. C'est ce qu'on avait mis en avant tout à l'heure. C'est un point de vigilance à avoir. Ok, très bien.
Bon, je vois qu'il y avait une autre question, mais à laquelle vous aviez répondu du coup entre-temps au travers de la présentation. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Je vous remercie à tous également d'avoir suivi ce webinaire et de montrer à chaque fois votre intérêt pour nos webinaires autour de la fabrication additive. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont régulièrement présents. Donc voilà, merci à tous. Donc rendez-vous mardi 2 juin. Et puis n'hésitez pas entre-temps, si vous avez des problématiques, à revenir, donc que ce soit vers nous directement dans la plateforme. Donc là, au sein de la présentation, vous retrouverez nos contacts. Vous retrouverez également le contact notamment de Créos. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers eux pour vos problématiques et puis à nous faire part de vos suggestions dans l'enquête juste après. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.